Madame, Messieurs, bonsoir. Vous êtes naturellement les bienvenus dans cette émission 77 News qui fait la rétrospective de l'actualité internationale hebdomadaire sur la chaîne panafricaine. Au sommaire, comme nous vous l'annoncions dimanche dernier, le Rwanda sera le fil rouge de notre émission. Surnommé le pays des 1000 collines, le Rwanda est un pays d'Afrique centrale. Il étend ses 26 338 km² dans la région des Grands Lacs. Il partage des frontières avec au nord l'Ouganda, à l'est la Tanzanie, au sud le Burundi et à l'ouest la République démocratique du Congo. Sa capitale, Kigali, est située au centre du pays, principalement marquée par sa forte dépendance de l'agriculture qui constitue 40% du produit intérieur brut et 87% de l'activité nationale. L'économie du pays présente une croissance annuelle de plus de 6%, un développement des services, une faible industrialisation cependant et une très forte densité démographique supérieure à 300 habitants au kilomètre carré. L'inflation est d'environ 4% et si le PIB par habitant est d'environ 200 € par an, le PIB pondéré par le pouvoir d'achat annuel moyen par habitant est de 945 $. Autant d'indicateurs économiques qui font aujourd'hui de ce pays, membre du Commonwealth, l'un des plus attrayants du continent africain. Vous comprenez donc pourquoi notre rédaction jette son dévolu sur un pays au paradoxe avéré, une démocratie douteuse et une économie aux résultats plus que satisfaisants. Marie-Angèle Ngono et Roland Jaco aborderont les aspects environnementaux et culturels. Marielle Biyogo et Uriel Abaga parleront des aspects économiques et politiques. Uriel et Marielle sont déjà là. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Merci à vous d'être des nôtres pour 77 minutes. 77 News, c'est parti. D'abord, l'image de la semaine qui n'est pas tout à fait reluisante pour le Rwanda. Victoire Ingabire, condamnée à 15 ans de prison, serait détenue dans des conditions difficiles selon son parti, reconnu coupable de chef de conspiration contre les autorités par le terrorisme et la guerre, minimisation du génocide des Tutsis de 1994 et autres chefs d'accusation. L'opposante serait donc maltraitée selon les termes d'une réclamation formée par ses avocats. Uriel. Non, vous avez fait le tour de la question en quelque sorte. Victoire Ingabire, qui est l'une des principales opposantes au régime de Paul Kagame, même si son parti, le FDU, n'est pas reconnu officiellement par les autorités de Kigali, et a été arrêté en 2010 pour des chefs d'accusation de conspiration contre les autorités par le terrorisme et la guerre, minimisation du génocide, incitation à la violence, des chefs d'accusation qui peinent toujours à être vérifiés dans le fond, parce que jusqu'à présent nous ne savons pas exactement quels sont les agissements qui ont conduit le régime en place à accuser Ingabire de tel chef d'accusation. Elle a été condamnée à 15 ans de prison par la Cour suprême à Kigali, et de ce qu'il en ressort depuis quelques semaines, ses proches, c'est-à-dire les membres de son parti comme les membres de sa famille, disent que sa situation, son état de santé se dégrade considérablement. Nous n'avons pas plus d'informations sur une hypothétique maladie, mais nous savons de sources proches, concordantes, proches de l'intéressé, qu'elle souffrirait d'une grave maladie contractée pendant son séjour en prison. Alors Marielle Biyogo, la question est quand même assez importante, même si ce soir on va évoquer le côté économique du Rwanda qui fait pâlir d'envie sur le plan international, mais la question de la gestion de la démocratie dans ce pays pose toujours problème. Ici on parle d'une Rwandaise qui est en prison et qui serait sujette à des maltraitances dans les milieux carcéraux de ce pays. Il y a quelques semaines, elle avait été empêchée de rencontrer ses avocats. La situation est alarmante. Oui, bien sûr, Carnot, comme vous le relevez, il faut dire qu'au Rwanda, comme dans plusieurs pays en Afrique, les milieux carcéraux ne sont pas souvent reluisants. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on n'a pas, comme disait Uriel Abaga,
plus d'informations sur l'hypothétique maladie de la détenue Ingabire. Mais il faut dire qu'avec les mauvaises conditions d'emprisonnement, ça peut déjà dégrader sa santé physique. Ça fait 5 ans qu'elle est quand même emprisonnée. Ça peut dégrader sa santé physique et même psychique. Le moral peut être atteint. D'autant que la peine a été alourdie récemment, en 2013, par la Cour suprême à 15 ans. Donc vous voyez que moralement, je pense que cette femme battante que le Rwanda a toujours connue, parce que c'est quand même l'une des principales opposantes, sinon la principale opposante au régime Kagame, est atteinte de par ces conditions-là qui ne sont pas toujours reluisantes. C'est vrai, aujourd'hui, le pays essaye de s'en sortir économiquement, mais comme ailleurs, c'est pas le Rwanda, c'est pas qu'au Rwanda, on le voit un peu partout en Afrique. Les conditions carcérales, il faut les revoir. Il faut revoir, surtout quand on parle des opposants qui sont enfermés. Alors, Urela Baga, on parle le plus souvent de cette Rwandaise comme étant la Aung San Suu Kyi africaine. Comment expliquer cela? Quel est son degré d'engagement? C'est-à-dire que Victoire Ingabire essaye de survivre politiquement dans un milieu, c'est-à-dire la scène politique rwandaise, qui est extrêmement verrouillée, parce qu'il faut le dire. C'est vrai que nous vantons les succès économiques du Rwanda, mais il serait pour nous malhonnête de ne pas reconnaître que ce pays est dirigé par un régime qui mène, comme vous avez dit dans votre introduction, une démocratie un peu douteuse. Donc Victoire Ingabire, contre vents et marées, contre les objurgations, contre les menaces, contre les pressions du régime Paul Kagame, essaye tant bien que mal de réunir l'opposition, essaye d'organiser des manifestations, essaye de réunir en une coalition les formations politiques de l'opposition rwandaise qui sont essentiellement basées à l'extérieur du pays, parce qu'elles ont toutes fui en raison du climat de répression qui règne contre l'opposition, la société civile et parfois des artistes au Rwanda. Donc c'est la seule qui essaye véritablement de tenir tête à Paul Kagame sur le territoire rwandais. C'est certainement cet engagement excessif qu'elle paye aujourd'hui par ces 15 années de détention qui ont été prononcées. Pourtant, Marielle Biogo, on voit bien qu'au Rwanda, la gente féminine occupe une place importante sur la scène politique dans ce pays. On voit qu'au Parlement, il y a à peu près 50% de femmes, sinon 49% pour être plus exact, de femmes qui occupent les sièges du Parlement rwandais contre 51%. Comment expliquer cet acharnement sur une individu qui veut amener les autorités et tout le pays à respecter les règles démocratiques? Vous savez, Carnot, il faut dire que, comme vous le soulignez, il y a une très forte représentation de la gente féminine à l'Assemblée nationale, et ça, c'est tout au bénéfice du pouvoir en place actuel, qui étend ainsi sa conception des choses, sa façon de voir les choses. Mais Ingabire, déjà, il faut préciser qu'elle revient au Rwanda en 2010 seulement, lorsqu'elle prétend vouloir se présenter à l'élection présidentielle contre Kagame. Et donc, on comprend un pays, souvent comme on dit, on comprend un pays par son histoire. Les Rwandais sortent d'un génocide. Les Rwandais ont encore les séquelles, les stigmates de ce génocide en eux. Et Paul Kagame, faisant partie de ceux qui ont été victimes de ce génocide, combat ces idéaux de façon très acharnée. Du coup, il suffit qu'une Ingabire se lève et dise parce qu'on lui reproche d'être passé au musée qui a été construit en mémoire de ces victimes, et d'avoir dit que les autres, donc les Hutus devraient également payer pour leurs crimes. Et ça a causé une... Les Tutsis, par contre, puisque c'est les Tutsis qui ont été massacrés. Voilà, ce sont les Tutsis qui ont été massacrés. Et donc, puisque ce sont les Hutus qui ont commis les crimes. Et donc, lui, elle a dit que les Tutsis devraient également payer parce qu'il n'y a pas que les Tutsis qui ont été massacrés, il y a aussi des Hutus. Et il y a toute une incompréhension, et comme je disais, avec les stigmates et toutes les blessures que le peuple a encore, on se dit encore aujourd'hui, 20 ans après, même si ça fait 20 ans déjà, on se dit encore aujourd'hui, c'est pas possible, on n'est pas prêt d'accepter ça au Rwanda. Et c'est comme ça que Paul
Kagame gagne du terrain avec son idéologie qui peut être perçue parfois comme une dictature, mais qui pourrait se défendre légitimement. Alors on va peut-être revenir sur ces aspects politiques dans un instant, le temps de regarder cette question qui interpelle la communauté internationale tout entière. Les députés rwandais sont descendus sur le terrain pour des échanges avec la population au sujet de la révision constitutionnelle qui permettrait au président Paul Kagame de rester au pouvoir après 2017. Ces consultations populaires prendront fin le 11 août prochain, mais le résultat de la manœuvre ne souffre d'aucun suspense, ainsi que nous le fait dire dans ce reportage Uriel Abaga. Les élus rwandais ont débuté ce lundi les consultations populaires proposées le 14 juillet dernier à l'issue d'une session parlementaire qui a vu les députés voter à l'unanimité en faveur d'une révision constitutionnelle qui permettrait à Paul Kagame, chef de l'État depuis 15 ans, de se maintenir au pouvoir au terme de son deuxième mandat électif. L'opération des représentants du peuple consiste à convaincre les Rwandais de la nécessité de faire sauter le verrou constitutionnel pour offrir une possibilité de troisième mandat à Paul Kagame. La tâche des députés sera aisée selon toute vraisemblance puisque les populations semblent favorables au maintien du régime en place auquel elles attribuent tous les succès économiques engrangés par le Rwanda ces 15 dernières années. Près de 4 millions de personnes ont signé une pétition en faveur d'un troisième mandat de Kagame, un nombre important puisqu'il s'agit de plus de la moitié des 6 millions de potentiels électeurs du pays des 1000 collines. La manœuvre des députés devrait donc déboucher sur l'annonce et la tenue d'un référendum, comme souhaité par le président de la République, qui a déclaré qu'il ne se présentera en 2017 qu'en cas de plébiscite par le peuple rwandais. Tout semble aller dans le sens voulu par le pouvoir en place, malgré la faible opposition qui estime que les dés sont jetés et les États-Unis qui, à un peu plus de 2 ans de la prochaine présidentielle, se dressent déjà ouvertement contre un mandat de plus de Paul Kagame, dont le régime, adulé par la majorité des Rwandais, est pourtant toujours répressif envers l'opposition, la société civile, les artistes et les hommes de médias. Uriel Abaga, on voit bien dans votre reportage que vous dépeignez un Paul Kagame qui semble être serein par rapport à toute la machination qui se fait dans son pays, des populations à travers un référendum, à travers une pétition. Donc on demandait au président actuel de se représenter contre les indications de la Constitution qui limite le nombre de mandats à un seul, renouvelable une seule fois. Et aujourd'hui, le régime Kagame, même si Paul Kagame ne s'est pas encore lui-même prononcé, voudrait que Paul Kagame rempile un troisième mandat, une situation que les États-Unis ont déjà longuement et largement décriée, ce qui n'est pas le cas pour l'Allemagne aujourd'hui, qui semble cautionner, si vous voulez, entre guillemets, ce troisième mandat de Paul Kagame. La situation est véritablement intéressante, vu qu'à côté, toute la communauté internationale avait jeté l'anathème contre Pierre Nkurunziza qui vient d'être réélu à la présidence de la République burundaise. Vous savez, le Rwanda, c'est, comme vous l'avez dit dans votre introduction, un grand paradoxe au niveau africain, même au niveau continental, parce que c'est un pays qui connaît des prouesses sur le point de vue économique. Nous allons le voir dans un instant. Et qui peine à être géré selon les standards démocratiques internationaux. Et Paul Kagame est un leader qui est un peu controversé, adulé dans son pays, réprouvé parfois par une certaine partie de la communauté internationale. Et cette communauté internationale, parlons-en, parce que vous venez de dire que les États-Unis, ce qui est vrai, s'opposent à une candidature de Paul Kagame à l'élection présidentielle de 2017. Et l'Allemagne est plutôt plus ou moins favorable à cette hypothèse-là. C'est un cas de figure, c'est une situation en fait qui divise l'opinion, autant à l'intérieur du pays, autant à l'extérieur, parce que certains veulent que l'instigateur des succès économiques du Rwanda puisse continuer à être au pouvoir, de peur de plonger dans un climat d'incertitude qui pourrait faire sombrer le Rwanda si Paul Kagame venait à quitter le pouvoir. D'autres sont garants plutôt, sont catégoriques sur le respect des standards démocratiques, sur le respect de la démocratie. Donc c'est tout un paradoxe et nous avons 2 années devant nous pour voir comment les États amis, les États alliés du Burundi se comporteront sur cette question-là. Au sujet de la participation de Paul Kagame à l'élection de 2017, c'est vrai qu'il ne s'est pas encore prononcé, mais comme Pierre Nkurunziza plusieurs mois avant lui, comme Joseph Kabila
actuellement en République démocratique du Congo, comme Denis Sassou Nguesso au Congo voisin, donc de l'autre rive du fleuve. C'est vrai que ces leaders ne se prononcent quasiment jamais, mais leurs intentions hégémoniques sont les secrets de Polichinelle. Alors, Marielle Biyogo, on voit bien que la situation au Rwanda est quasiment identique à celle du Burundi. Qu'est-ce qui peut justifier cette appétence, cet attrait, cette façon pour ces dirigeants politiques de s'accrocher au pouvoir alors que les règles démocratiques, les règles constitutionnelles sont bien établies et qu'il faut les respecter? Vous savez, c'est vrai qu'on peut comparer ces situations politiques, mais moi je dirais que pour la situation du Rwanda en particulier, le cas Paul Kagame est un cas assez délicat parce que, comme disait Uriel Abaga, c'est quand même Paul Kagame qui fait revenir le pays à ce qu'il connaît aujourd'hui, à son niveau de croissance. Donc si aujourd'hui le président rwandais décide de s'accrocher au pouvoir entre griffes, parce que normalement il va décider de se présenter si la population le plébiscite. Et donc s'il décide de rester au pouvoir, moi je me dis c'est pour continuer ce qu'il a commencé. Aujourd'hui on ne se plaint pas, et les Rwandais encore moins, parce que après que la communauté internationale se plaigne de la démocratie dans un pays, c'est bien beau, mais dans le pays en question, les populations ne se plaignent pas de Paul Kagame, du moins peu. Donc si Paul Kagame assure la croissance économique dans son pays, si Paul Kagame arrive à développer le Rwanda qui hier encore était parmi les pays les plus pauvres du continent, que Paul Kagame continue ce qu'il a commencé. Que Paul Kagame continue. Il y a la bagarre quand il réussit à maintenir en prison des opposants, quand il réussit à mettre en prison des artistes. Vous savez, c'est quasiment le même cas que nous avons évoqué il y a 2 semaines quand nous parlions de l'Éthiopie. Donc beaucoup de progrès économiques, mais une démocratie chancelante. Pour revenir un peu dans l'histoire, comme Marielle Biyogo le disait, pour comprendre le présent, il faut parfois revenir dans le passé. Le génocide de 1994 éclate au mois d'avril. Le 4 juillet 1994, c'est-à-dire la même année, je crois que si Michel Épée était sur ce plateau, il aurait fait référence à mon âge. Donc, pour lui faire un clin d'œil, je vais lui préciser que le 4 juillet 1994, nous étions à une semaine de mon 2e anniversaire. Donc, le 4 juillet 1994, le FPR, ou du moins la rébellion du FPR qui était dirigée par Paul Kagame, prend la ville de Kigali. Une ville de Kigali qui est quasiment en ruine, avec des morts à l'appel qui traînent sur les rues, des banques vides, des Hutus qui ont perpétré le plus grand nombre de massacres, qui ont fui vers le Zaïre voisin malgré la réticence du maréchal Mobutu. Donc, ils prennent le pouvoir en 1994 et c'est un État rwandais qui est quasiment ruiné, qui est quasiment détruit. Donc Paul Kagame, en quelque sorte, lui et son parti, le FPR, les instigateurs de ce que je vais appeler la nouvelle République ou le nouvel État rwandais. 15 années, 20 années sont passées, ils ont réussi à engranger des succès économiques qui sont vantés, qui sont salués par la communauté internationale. En parlant du FPR, qui est le parti de Paul Kagame, je vais vous donner une information que vous n'aviez peut-être pas. Le principal employeur privé du Rwanda, c'est une entreprise qui s'appelle Crystal Ventures, et Crystal Ventures appartient aux dirigeants du FPR. Donc c'est une entreprise qui emploie 12 000 personnes employées, c'est beaucoup de familles qui sont nourries. Une entreprise qui a près de 500 millions d'euros d'actifs. Donc, quand on critique les déviances ou les dérives parfois de Paul Kagame, mais je veux bien qu'on salue aussi ce qu'il a apporté dans son pays et qu'on puisse comprendre son ambition, légitime ou pas, de s'accrocher au pouvoir. Alors, Marielle Biyogo, je le disais tantôt, Paul Kagame ne s'est pas encore prononcé. Il n'a jamais dit qu'il voulait participer à cette élection présidentielle de 2017. Au moment où les populations demandent à cœur et à cri, au regard des résultats de cette pétition qui a été faite à travers le pays, à ce moment précis, Paul Kagame pourrait être à l'origine d'un coup de théâtre en disant merci aux populations rwandaises et en déclinant cette offre, ce cas de figure. On peut également le prévoir, c'est-à-dire qu'il peut ne pas être candidat à cette élection qui fait
couler tant d'encre et de salive. Mais effectivement, Carnot, comme vous le dites, après, on est juste dans des hypothèses. Et dans les spéculations. Voilà, dans des spéculations, la décision revient bien sûr à Paul Kagame lui-même. C'est vrai, en s'appuyant sur le plébiscite ou pas du peuple, mais si le président rwandais, le président actuel au Rwanda décide de ne pas se présenter en 2017, mais ce serait, c'est de sa volonté et on va respecter son choix. Mais le petit bémol que j'aimerais apporter quand même, parce que c'est vrai, on va reconnaître tous ces avantages à Paul Kagame. Le problème dans ces pays africains-là et ces pays qui souvent sont reprochés de ne pas être gérés démocratiquement, c'est qu'ils ne préparent pas assez la relève. C'est qu'après Paul Kagame, on se pose des questions qui pourra tenir les rênes du Rwanda. Donc aujourd'hui, si Paul Kagame décide de ne pas se représenter, une autre question va se poser. Qui est son dauphin, qui va le remplacer. Et c'est vrai qu'effectivement, Paul Kagame n'a jamais présenté au public son potentiel successeur, ce qui effectivement continue de faire intervenir un certain nombre de questions dans ce pays. Mais Uriel Abaga, il y a le prix Mo Ibrahim, qui est un prix international très important, dont bénéficient les chefs d'État qui, de leur plein gré, réussissent à laisser les rênes d'un pouvoir de façon démocratique, et Paul Kagame peut s'intéresser à ce prix Mo Ibrahim qui est très difficile à acquérir. Je suis Carnot, c'est l'histoire politique ou plutôt l'avancée des politiques des pays africains depuis un certain temps, et j'ai eu le malheur de constater que très peu de chefs d'État en exercice dans les pays africains étaient volontaires, étaient d'accord pour quitter le pouvoir, malgré l'existence du prix Mo Ibrahim, malgré le fait d'entrer dans l'histoire, parce que c'est quitter le pouvoir, laisser le pouvoir de manière démocratique, c'est une manière d'entrer dans l'histoire pour la bonne raison. Donc comme je le disais, j'ai eu le malheur de constater que très peu de chefs d'État africains sont enclins à passer la main après avoir épongé leurs deux mandats électifs. Donc c'est vrai que c'est certainement le même cas de figure pour Paul Kagame, parce que même si lui-même ne s'est pas encore prononcé, si son entourage s'active autant à vouloir lui accorder un mandat supplémentaire, c'est que quelque part, d'une manière ou d'une autre, il est en train de les inciter à le faire. Parce qu'il ne peut pas prendre la décision aussi volontairement si le chef, d'une manière ou d'une autre, n'a pas glissé à l'oreille de quelqu'un écoute, essayez d'organiser mon maintien au pouvoir. Donc je crois que peu importe, je crois que l'issue de cette manœuvre de FPA serait indéniablement une participation de Paul Kagame contre vents et marées à l'élection présidentielle de 2017, comme Pierre Nkurunziza, comme Joseph Kabila essaye de... Ce qui pourrait être incongru pour Paul Kagame, qui, bec et ongle, a défendu le peuple rwandais, le peuple burundais, qui demandait à ce que Pierre Nkurunziza ne se représente pas à cette élection qui vient de se dérouler dans le pays. Paul Kagame s'est clairement prononcé. Il y a même eu des velléités de préparation d'une rébellion sur le territoire rwandais. Ce qu'a un tout petit peu entretenu le parti de Pierre Nkurunziza au Burundi, le CNDD-FDD, ce qui fait que ce serait quand même, comme je le disais, incongru pour Paul Kagame de se présenter pour un troisième mandat que la Constitution ne lui autorise pas, alors qu'il dénonçait un tout petit peu la présence de Pierre Nkurunziza à la course à la présidentielle. Je crois que Paul Kagame essaye de jouer de malice, parce que les autres chefs d'État qui ont eu ces ambitions hégémoniques-là ont un peu forcé la main. C'est-à-dire que contre vents et marées, bec et ongle, ils ont fait fi de ce que disait l'opposition, fait fi de ce que disait la communauté internationale. Je trouve que la consultation populaire, ou du moins le plébiscite qui semble imminent de la population, est en quelque sorte, je vais oser le dire, une mascarade du FPR, un écran de fumée du FPR pour se présenter,
pour légitimer la candidature de Paul Kagame. La candidature de Paul Kagame. Ce serait beaucoup mieux, ce serait beaucoup plus beau pour la communauté internationale de savoir que le peuple a offert à Paul Kagame la possibilité de se présenter en 2017 que d'apprendre que Paul Kagame a tué 100 ou 200 personnes pour se présenter. En allant au-delà des franchises de la Constitution. Nous allons laisser l'actualité politique au Rwanda. Nous parlons à présent de l'économie, ce qui est exactement le nœud de cette émission. Il y a 20 ans, au sortir de ce génocide dont parlait Euyel Abaga, le Rwanda était en ruine. Aujourd'hui, des progrès spectaculaires sont enregistrés pour dynamiser l'économie de ce pays, la région des Grands Lacs. Il s'agit entre autres de la modernisation de l'agriculture et du passage d'une économie agricole à une économie des services. Cependant, l'électrification du pays, la réduction de la pauvreté et la mise en œuvre d'un climat propice aux affaires sont autant de défis que doivent relever les autorités de Kigali qui se sont fixé l'objectif de faire du Rwanda un pays à revenus intermédiaires à l'horizon 2020. Suivant ce reportage de Marielle Biokou. Avec un taux de croissance de près de 6%, le Rwanda est actuellement l'une des économies les plus dynamiques d'Afrique. Ayant longtemps souffert des séquelles du génocide de 1994, le pays des 1000 collines a su faire fructifier son économie, essentiellement basée sur l'agriculture qui contribue à hauteur de 42,6% au produit intérieur brut. Le secteur des services en plein essor constitue le pan économique sur lequel veulent dorénavant se focaliser les autorités de Kigali pour éviter la déforestation et l'érosion des sols, conséquence d'une intense activité agricole. En revanche, la faible électrification du pays ne permet pas le développement de l'activité industrielle. Les autorités rwandaises ont à cet effet pris la décision d'exploiter le méthane du lac Kivu pour permettre au pays de bénéficier d'une autonomie énergétique. D'autant qu'une zone économique spéciale de 98 hectares attire en ce moment des investisseurs spécialisés en agroalimentaire. En outre, le Rwanda mise également sur l'exportation de ses matières premières, notamment les minerais, le café et le thé. Le slogan du président Paul Kagame, « Exporter ou mourir », traduit la détermination du gouvernement rwandais à renforcer la collaboration avec ses principaux partenaires d'exportation, à l'instar du Kenya, de la Chine et de la Thaïlande. Ramener le taux de pauvreté de 45 à 30%, réduire les inégalités encore criardes dans le pays, améliorer le climat des affaires sont autant de défis qui restent toutefois à relever pour les dirigeants de ce pays de la région des Grands Lacs. Marielle Biokou, nous venons de suivre un reportage complet sur l'économie rwandaise. Comme je le disais tantôt, une économie qui fait pâlir d'envie un certain nombre de pays qui veulent entrer dans le cercle des pays à revenus intermédiaires. Le Rwanda a déjà fixé le cap. À l'horizon 2020, ce pays sera un pays à revenu intermédiaire. C'est un pays véritablement qui fait partie de ceux qui sont proposés à l'émergence de l'Afrique. Oui, effectivement, Carnot, c'est étonnant ce qui se passe en ce moment au Rwanda. Mais alors là, plusieurs observateurs n'auraient pas parié au sortir du génocide que 20 ans plus tard, le Rwanda serait ce qu'il est actuellement. Parce qu'il grimpe. En 2012, il a d'ailleurs atteint 8% du taux de sa croissance. Et aujourd'hui, on est redescendu un peu, mais les estimations pour l'avenir sont assez prometteuses, elles tiennent le coup. Aujourd'hui, le Rwanda a su qu'il y a certains secteurs qu'il faut diversifier, il y a certains secteurs sur lesquels il faut miser. On a l'agriculture qui fonctionne totalement bien parce qu'elle participe à hauteur de plus de 40% au PIB national. On a le secteur des services parce qu'aujourd'hui, les autorités rwandaises essayent de prévenir. Elles ont vu que s'il fallait davantage miser sur l'agriculture, on risquerait la déforestation ou l'érosion des sols. Donc, on veut diversifier l'économie avec le secteur des services. C'est vrai que l'industrialisation n'a pas encore fait ses preuves au Rwanda, mais c'est en vue parce que plusieurs projets sont faits de sorte à ce que on a vu l'aménagement des zones économiques spéciales. Donc, c'est autant de projets qui viennent véritablement conforter cette croissance économique au Rwanda. Alors, Yoel, on peut quand même pas se départir des aspects politiques dans ce pays-là, même quand on parle d'économie. On se rend compte que le Rwanda, qui a été longtemps sous le
giron ou dans le giron de la Belgique, puisque c'est son ancien colonisateur, on se rend compte qu'à partir du moment où le Rwanda est sorti de ce giron et s'est inscrit dans le Commonwealth et a fait des pays du Commonwealth ses meilleurs partenaires, on voit bien que cette économie rwandaise a pu décoller et aujourd'hui les résultats sont intéressant, comme le faisait remarquer Marielle Biogou. Est-ce qu'il y a un lien entre le fait que la francophonie, les pays francophones, je veux dire la Belgique, la France, la Belgique et la France essentiellement, qui ont colonisé un certain nombre de pays africains, et les pays anglophones, puisque désormais le Rwanda fait partie des pays anglophones aujourd'hui, est-ce qu'il y a un lien qu'il faut faire sur le plan politique pour expliquer le développement rapide et fulgurant des pays anglophones? Je parle déjà du Rwanda, on a l'exemple du Ghana, on a d'autres exemples à travers le monde qui ont véritablement compris comment il faut développer du point de vue économique leur pays. Vous savez qu'Arnaud, je m'amuse souvent à dire à certains amis dans des discussions qu'on entretient souvent hors du cadre professionnel que les colonies les plus puissantes du monde sont des colonies qui ont des pays qui ont été colonisés par l'Angleterre. L'Angleterre elle-même est une puissance économique. Les États-Unis sont la première puissance économique mondiale. Si on vient sur le continent africain, l'Afrique du Sud et le Nigeria sont les fers de lance de l'économie africaine. Et parallèlement, les colonies les plus pauvres sont les pays qui ont été colonisés par la France, sans faire injure à la France qui est notre ancienne puissance coloniale. Même si fondamentalement ces pays sont riches du point de vue des ressources naturelles. Du point de vue des ressources naturelles, ça le paradoxe. Ils sont riches du point de vue des ressources naturelles, mais peinent à les exploiter, ou peinent à en bénéficier. Donc la décision de Paul Kagame de se retirer du giron de la Belgique et de tourner le dos à la France et de facto à la francophonie était une décision la décision des visionnaires, parce qu'il avait certainement remarqué, comme moi qui suis moins enclin, moins intéressé par les faits économiques, que les économies les plus puissantes du monde, les pays qui sont le plus en mouvement, les pays qui s'approchent le plus, qui tutoient, qui flirtent le plus avec le développement, avec l'émergence, sont les pays anglophones. Il a d'ailleurs changé son pays d'une nation francophone à une nation anglophone, un signe fort qui montrait que son implication, sa volonté de faire avancer son pays. Il était même sorti de... Même si par ailleurs il y a des antécédents politiques. Il y a beaucoup d'antécédents politiques entre la France et le Rwanda. Plus qu'après le génocide, plusieurs Rwandais ont accusé la France d'être complice des Hutus. Mais la décision de passer sous le giron, ou du moins d'intégrer le Commonwealth, était une décision salutaire de Paul Kagame. Ça a permis au pays, d'une manière ou d'une autre, d'arriver au niveau où il est aujourd'hui. Pour information, le Rwanda avait même quitté la CEAC, qui est la communauté économique des États de l'Afrique centrale, pour entrer dans la communauté est-africaine. Ce n'est que cette année que le Rwanda est revenu dans la CEAC. Donc il y a eu beaucoup de décisions politiques prises par le régime Paul Kagame, prises par le FPR, qui ont contribué au succès économique de ce pays. Au succès économique du Rwanda, on le disait donc, le pays a un PIB très intéressant, une croissance économique qui navigue entre 6 et 7,5%, ce qui est très intéressant pour le Rwanda. Mais le climat des affaires, Marielle Biogou, il doit encore être développé au Rwanda. Oui, il doit encore être développé. C'est vrai qu'on a vu des réformes audacieuses prises par le régime Paul Kagame, notamment celle de faciliter l'accès aux frontières du Rwanda. Mais c'est un climat qui demande encore à être développé, à être davantage développé, parce qu'il y a encore tout un cadre réglementaire qu'il faut revoir pour attirer davantage d'investisseurs. On remarque que les investisseurs, en même temps, il faut également voir le climat politique qui joue pour beaucoup dans les investissements. Le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'investisseurs qui viennent. Mais il faut revoir tout ce cadre-là, ce cadre réglementaire, pour attirer davantage. Je le disais tantôt, les zones économiques spéciales sont créées, sont mises en place, mais on remarque que c'est deux pélés, trois tondus qui arrivent. C'est pas encore trop ça.
on espère qu'ils vont davantage répondre parce que le potentiel est énorme au Rwanda. Le secteur du bâtiment se porte très bien également à Kigali. La ville est passée en 20 ans de quelques dizaines de milliers d'habitants à près d'1 million d'habitants, ce qui est favorisé par le fait qu'effectivement le gouvernement rwandais réussit à mener à son terme des projets de logement pour les populations qui sont à l'intérieur du pays, qui arrivent à s'installer à Kigali. Une fois, c'est quand je faisais des recherches sur ce pays, sur le Rwanda. D'ailleurs, au passage, je vais aussi signaler que le président Paul Kagame se vante d'avoir créé un lion économique en Afrique, d'avoir créé le Singapour africain. Donc, en faisant les études, en faisant des recherches sur ce pays, j'ai lu des témoignages des anciens membres de la branche armée du FPR qui relataient l'arrivée au pouvoir à la tête du FPR de Paul Kagame. Ils se souviennent d'un chef très discipliné, d'un chef qui était contre l'indiscipline, d'un chef qui luttait contre la corruption. Et quand on regarde la situation du Rwanda en ce moment, ce sont les mêmes pratiques que Paul Kagame a transposé de la lutte contre le régime Habyarimana à la direction du Rwanda aujourd'hui. L'administration publique est très dynamique au Rwanda. La lutte contre la corruption, elle est effective. Les populations arrivent même à soutenir financièrement le gouvernement lorsque le pays a des problèmes. Et si un pays va aussi bien du point de vue de ses institutions, du point de vue, quand on parle du point de vue institution, on ne va pas parler de toutes ces dérives. Si les institutions, c'est-à-dire l'administration qui est censée prendre des décisions, qui est censée ratifier certains accords, se porte aussi bien, c'est tout à fait naturel que des projets comme des projets de construction, comme des projets de route, comme des projets de bâtiments puissent aller à leur terme. Merci Uriel Abaga, merci Marielle Biyogo d'être arrivé sur ce plateau, notamment vous qui allez nous laisser sur ce plateau. Uriel Abaga va nous faire le round-up de l'actualité de ce jour. Il y aura le Gabon et d'autres pays, Uriel Abaga. D'abord, nous commençons par cette triste nouvelle puisque un nouvel attentat a fait 20 morts et une vingtaine de blessés ce week-end à Maroua dans l'extrême nord du Cameroun. Cet attentat est le deuxième en moins d'une semaine dans cette ville camerounaise. Boko Haram est naturellement pointé du doigt étant donné la terreur que ces islamistes sèment dans la région. Un sujet de Marie-Angèle Gone. La ville de Maroua, chef-lieu de la province de l'extrême nord du Cameroun, a été la cible d'un nouvel attentat suicide. Selon des sources militaires, il s'est produit dans le quartier Pont-Vert. Il a été perpétré par une adolescente élégamment habillée d'un ensemble pagne dans un bar très fréquenté, ont indiqué les témoins. Dimanche matin, la télévision d'État camerounaise a revu le bilan à la hausse, faisant état de 20 morts contre 14 dans un premier temps et de 79 blessés. Il y a beaucoup de morts, c'est grave. Il faut que les populations soient vigilantes. Il faut aider le peuple, le président Biya. Il faut les aider. Maroua, ville commerçante jadis animée et majoritairement peuplée de musulmans, vivait déjà dans la peur et sous étroite surveillance militaire depuis des mois. Les autorités camerounaises qui soupçonnent les combattants du groupe islamiste nigérian Boko Haram d'être à l'origine de ces attaques meurtrières ont appelé les populations au calme. La secte islamiste basée au nord-est du Nigeria, qui a fait allégeance au groupe État islamique, multiplie des incursions au Cameroun voisin, au Tchad et au Niger. Une double explosion survenue il y a 4 jours à Maroua avait fait 13 morts et une trentaine de blessés. Toujours en Afrique centrale, mais nous parlons à présent de politique au Gabon. Alexandre Barro Chambrier, membre du Parti démocratique gabonais au pouvoir, est revenu hier sur la situation précaire de plus d'un Gabonais, déclinant les injustices dont ses compatriotes sont victimes. L'homme politique, sans faire dans la langue de bois, a tenu également à mettre en garde certains adhérents de sa formation politique voulant la déstabiliser. Reportage de Marielle Biyogo. C'est en sa qualité de député du 4e arrondissement de la commune de Libreville, la capitale gabonaise, qu'Alexandre Barro Chambrier a communié samedi avec sa base pour l'édifier sur les projets et propositions de loi en cours à l'Assemblée nationale. Il s'agit entre autres du projet de loi de finances rectificative de l'exercice 2015 et de la proposition de loi portant sur les modalités de création d'une société à responsabilité limitée. Réitérant son engagement politico-démocratique, l'homme politique a dit ne pas faire dans le déni de réalité. Il ne suffit pas de constater, mais il faut passer à la phase pratique pour réduire les difficultés
qui accable, entre autres, ceux qui ne peuvent pas avoir un emploi rémunéré, ceux qui ne peuvent pas être pris en charge, même par la CNAM-GS, ceux qui n'ont pas les 3 repas par jour. Et nous constatons que, malheureusement, ces phénomènes s'étendent à l'ensemble du pays. Aussi se tournant du côté de ses collaborateurs du Parti démocratique gabonais, Alexandre Barraud-Chambrier leur a-t-il reproché d'orchestrer des agressions verbales à son égard aux fins de le déstabiliser. La méprise des profito-situationnistes. PS, je suis l'homme à abattre au sens propre comme au sens figuré. Ils peuvent le faire, mais qu'ils en mesurent tous les risques. Pourquoi cette agitation autour de moi si j'étais si insignifiant? Le Gabon est un pays qui se veut démocratique et non totalitaire. L'élu du 4e arrondissement de Libreville a toutefois rappelé les valeurs prônées par sa formation politique. Alexandre Barraud-Chambrier, à travers cette sortie qui fait suite à celle de juin dernier, montre sa détermination à faire taire ses détracteurs, notamment ceux qu'il qualifie de profito-situationnistes. En Côte d'Ivoire, quelques jours après l'ancien Premier ministre Charles Konan-Banny, Kouadio Konan-Bertin, un autre dissident du PDCI, a déclaré sa candidature pour la présidentielle d'octobre prochain. L'ancien député n'est pas favorable à une candidature unique de l'opposition, une démarche qui pourrait causer préjudice à la nouvelle coalition anti-Ouattara dans 3 mois. Devant plusieurs jeunes réunis samedi à Abidjan, Kouadio Konan-Bertin a déclaré sa candidature pour la prochaine élection présidentielle. Un scrutin attendu avec impatience par le peuple ivoirien et la communauté internationale, puisqu'il est censé parachever le retour de la Côte d'Ivoire à la stabilité après une décennie de guerre civile. KKB est la deuxième personnalité de la coalition nationale pour le changement, dont il est cofondateur, à se mettre en lice pour la magistrature suprême, après Charles Konan-Banny, qui a confirmé sa participation au scrutin quelques jours plus tôt. Plusieurs observateurs sont donc surpris par la démarche de l'ancien président de la jeunesse du PDCI, qui s'apparente à une absence de cohésion dans les rangs de la CNC, pourtant déterminé à battre Alassane Ouattara, le chef de l'État, candidat à sa propre succession lors de la présidentielle du 25 octobre prochain. Pour Kouadio Konan-Bertin, la CNC se porte bien et ses ambitions présidentielles n'entravent en aucun cas l'union au sein de la coalition formée il y a quelques mois par les frondeurs du PDCI et plusieurs leaders de l'opposition. Alors que des analystes estimaient qu'un candidat unique de l'opposition pourrait faire le poids contre Alassane Ouattara et que la candidature de Charles Konan-Banny semblait faire l'unanimité, l'apparition de KKB confirme le scepticisme de ceux qui jugeaient les membres de la CNC incapables de s'accorder sur une candidature unique. L'intéressé s'oppose même officiellement à cette hypothèse, affirmant sans détour que c'est l'une des principales raisons de son retrait du PDCI-RDA, la coalition au pouvoir. Ces divisions apparentes au sein de l'opposition ne sont pas de nature à leur garantir le résultat escompté lors de la future élection présidentielle, c'est-à-dire la prise du pouvoir. Au final, cette absence de cohésion dans les rangs de l'opposition pourrait concourir à une réélection d'Alassane Ouattara. Une autre de culture à présent, après Intouchable, qui est jusqu'à présent le film français le plus vendu à l'étranger de tous les temps. Le film Samba de l'acteur sénégalais Omar Sy est sorti en salle il y a quelques jours. Ce nouveau long métrage rapproche une fois de plus le comédien Sy des studios hollywoodiens. Roland Jacou. Le film français Samba est sorti en salle ce vendredi aux États-Unis, l'occasion pour Omar Sy de renforcer sa présence à Hollywood, où il vit désormais. Un choix que le comédien d'origine sénégalaise ne regrette pas. C'était quelque part assez bien pour moi avec ce qui se passait en France, de pouvoir repartir à zéro ici. C'était une manière, il y a un côté un peu schizophrène, mais c'était une manière pour moi de garder les pieds sur terre et de surtout prendre conscience de la chance et du luxe que j'avais en France, de pouvoir choisir et d'attendre les projets et de pouvoir choisir, d'avoir le choix. C'est un luxe énorme. Le film Samba raconte l'histoire d'un immigrant sénégalais qui a du mal à s'en sortir sans papier et Alice, jouée par Charlotte Gainsbourg, l'aide dans le cadre de son processus de récupération. Dans ce film réalisé par Olivier Nakache et Eric Toledano, on voit Omar Sy exercer tant bien que mal de petits boulots et craindre la police, mais jamais, au grand jamais, on ne sent son angoisse et presque pas son désespoir. Car pour lui, l'envie de vivre une vie décente nous pousse à faire des sacrifices. Je souhaite en tout cas qu'à un moment donné, on puisse réfléchir aux choses différemment parce qu'on n'a toujours pas trouvé la solution et il y a encore des choses horribles qui se passent avec cette envie de vivre les choses
meilleur en quittant son pays d'origine. Il faut savoir que c'est beaucoup de sacrifices et c'est même, on risque sa vie des fois, on est au courant avec ce qui se passe à Lampedusa par exemple. Olivier Nakache et Eric Toledano, les réalisateurs d'Intouchables, film français le plus vendu à l'étranger de tous les temps, traitent le sujet de l'immigration clandestine avec trop de bons sentiments. Âgé aujourd'hui de 37 ans, Omar Sy et ses réalisateurs Eric et Olivier, qui viennent respectivement du Maroc et d'Algérie, ont tenu à raconter à travers ce film l'histoire des immigrants sur le continent européen. Et voilà qui est fait. Je t'ai dit balance-moi les pompes. Tu m'as pas dit balance-moi les pompes. Ben fallait dire balance-moi les pompes, t'as pas... Alors, Uriel Abag, je crois que c'est le... C'est quasiment tout pour l'actualité de ce jour. L'actualité de ce jour, et on voit bien que sur le plan culturel, l'Afrique se porte bien, puisqu'Omar Sy va désormais s'exporter vers les États-Unis d'Amérique, dans les studios hollywoodiens. C'est une bonne nouvelle pour le continent africain. C'est également la preuve que les comédiens du continent noir commencent à être beaucoup plus pris en considération. C'est la preuve que le travail des acteurs, des réalisateurs, des acteurs, des cinéastes africains est beaucoup plus en considération et que les studios hollywoodiens peuvent enfin compter sur nous parce qu'ils ont longtemps décrié un manque de professionnalisme, longtemps décrié un manque le fait que le cinéma africain n'était pas au standard international, le fait qu'Omar Sy se rapproche chaque jour un peu plus des studios hollywoodiens, c'est la preuve que nous évoluons, le cinéma africain et les acteurs africains évoluent. Le cinéma africain évolue, même si pour le moment Omar Sy est toujours considéré comme un Français, tant qu'il fait des prouesses, et quand il ne le fera plus, il sera considéré comme un Français d'origine sénégalaise. En tout cas, on en reparlera certainement. Nous sommes sur le Rwanda et le fil rouge de cette émission, nous parlons du Rwanda environnemental. La plus importante ferme solaire d'Afrique de l'Est a été inaugurée en août 2014 dernier au Rwanda. L'électricité produite est directement injectée dans le réseau national et présente 10% de la capacité totale de production du pays. Preuve que le pays s'attelle à vivre dans l'ère du temps en s'arrimant aux normes internationales de protection de l'environnement. Je vous propose de regarder ce reportage de Marie-Angèle Gono qui nous a rejoint sur ce plateau. Le Rwanda n'est pas en marge de la marche vers les énergies vertes. Le pays possède la plus importante ferme solaire d'Afrique de l'Est, inaugurée en août 2014. L'électricité produite est directement injectée dans le réseau national et représente 10% de la capacité totale de production du pays. Les clients, vivant souvent dans des zones jusqu'ici dépourvues de réseau électrique, peuvent payer leurs factures par téléphone portable, ce qui est un grand avantage dans ce pays dont le taux de bancarisation est très faible. Plus ou moins, chaque jour, nous produisons 50 MW. Cette centrale électrique a commencé à produire de l'énergie à sa pleine capacité depuis août de cette année et elle contribue pour 10% de la production totale de l'énergie au Rwanda. Jusqu'en août 2014, seuls 22% de la population était connectée au réseau électrique, mais le gouvernement s'est fixé pour objectif d'atteindre 70% en 2017. Le solaire est donc un nouveau pari pour le Rwanda. L'entreprise allemande Mobisol qui a réalisé ce chantier s'est installée dans la région, permettant aussi à 3000 foyers de s'éclairer. Elle vise 50 000 autres d'ici 2018. Une centrale électrique aussi grande que celle-là est la première en Afrique de l'Est. Donc vous pouvez comprendre à quel point le Rwanda est vraiment intéressé pour trouver des ressources alternatives pour s'alimenter en électricité. Au Rwanda, le courant électrique est encore d'origine hydraulique ou thermique. Mais les importations de fuel sont coûteuses et les fréquentes périodes de sécheresse rendent de l'énergie hydraulique incertaine. Le Rwanda cherche donc de l'énergie géothermique renfermée en abondance dans les nombreux volcans du pays et veut aussi exploiter le gaz méthane du lac Kivu. Marie-Angèle, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être arrivée sur ce plateau pour nous parler des aspects environnementaux au Rwanda, notamment ce parc de panneaux solaires qui couvre à peu près 12 000 habitations, qui alimente 12 000 habitations dans ce pays, un parc qui fait partie des plus importants en Afrique de l'Est. Évidemment, et il a été inauguré en août 2014. Il compte 30 000 panneaux.
on va le dire comme ça, 30 000 panneaux photovoltaïques qui vont donc permettre comme ça au Rwanda d'apporter un peu plus d'électricité à un grand nombre de la population, puisque sur les 22%, 22% seulement de la population, sur les 68 millions d'habitants que compte le Rwanda, 22% seulement sont connectés au réseau national. Et donc, le Rwanda se donne pour ambition d'amener la connexion, l'électricité à 70% de sa population. C'est pour cette raison que ce parc j'allais dire solaire, a été inauguré en août 2014. Donc, ce parc qui compte donc 30 000 panneaux solaires produit 10% de l'électricité totale du pays. Vous voyez donc, c'est un grand coup d'accélérateur comme ça dans la distribution de l'énergie aux populations rwandaises. 11,78 millions d'habitants, comme voulait dire Marie-Angèle Ngono Uelabagan. Voilà aussi que sur le plan de la protection de l'environnement, le gouvernement rwandais essaye de s'arrimer aux normes internationales. Vous savez, le régime en place au Rwanda est tellement omniprésent dans presque tous les secteurs d'activité qu'il est impossible de les dissocier de ce qui se passe sur le territoire national. Exact. Donc la décision d'installer ce village solaire qui a 30 000 panneaux photovoltaïques est forcément une décision qui émane du gouvernement, un gouvernement incarné par les membres du FPR, donc c'est-à-dire Paul Kagame au sommet de cet organigramme-là. Donc c'est une nouvelle fois la preuve que malgré ce qu'on reproche à Paul Kagame, il s'attelle à mettre son pays dans les meilleurs standards internationaux. On parle d'énergie solaire, de protection de l'environnement. L'installation de ce village à panneaux photovoltaïques est comme Marie-Angèle Ngono venait de le dire, un grand coup d'accélérateur dans la lutte pour la protection de l'environnement. Donc je crois que cette décision, cette installation contribue, est un indicateur de la volonté du régime de Paul Kagame à atteindre l'objectif fixé à l'horizon 2020, c'est-à-dire faire du Rwanda un pays à revenu intermédiaire. Faire du Rwanda un pays à revenu intermédiaire, oui. Oui, il faut dire que ce champ solaire produit 8,5 MW d'électricité. C'est d'une capacité de 8,5 MW d'énergie. Et donc, et ces 8,5 MW d'énergie produisent 50 MWh par jour. Donc vous imaginez ce que ça peut donner en un an. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que le gouvernement rwandais a encouragé l'initiative privée. Dès que l'entreprise Maurissol a terminé ce grand parc solaire, le gouvernement a encouragé l'entreprise à étendre ses activités dans les zones rurales. Ça fait que l'entreprise a décidé d'octroyer des panneaux solaires aux populations. Vous avez une dame, par exemple, qui a créé comme ça sa petite entreprise de recharge de téléphones portables. Elle a pris son panneau, elle a créé son entreprise de charge de téléphones portables. Et ce qui est encore intéressant, c'est que chaque propriétaire de panneau ne paye pas du coup. C'est 3 500 francs par mois que vous reversez à l'entreprise. Et donc, il y a également un autre opérateur économique qui avait son bar. Il dit, dès qu'il a pris son panneau solaire, maintenant les activités ont grandi, il a beaucoup de clients et ses enfants apprennent mieux le soir parce que c'était pas facile avec la lampe tempête. Exactement, justement, Marie-Angèle Ngono, je voulais savoir, en dehors des effets d'électricité, qu'est-ce que la mise en marche, la mise en œuvre de ces 30 000 panneaux solaires peut avoir comme impact sur la population, sur la protection de l'environnement? Sur la protection de l'environnement, l'impact est tout de suite visible puisque le soleil, c'est une énergie propre. Donc le Rwanda se lance également dans les énergies renouvelables, les énergies propres. Tout le monde sait qu'en ce moment, on est en train de combattre le réchauffement de la planète et la communauté internationale se mobilise. Le continent africain n'est pas en reste et la preuve avec le Rwanda qui a décidé également d'exploiter cette richesse naturelle qui est le soleil en créant ce parc photovoltaïque. Et donc,
les populations qui utilisaient du bois, du charbon, les énergies fossiles. Vous savez que le charbon précisément est très polluant. Maintenant, on a de l'électricité sans beaucoup d'efforts grâce au soleil tout simplement. Yaya Baga, vous vouliez ajouter quelque chose? Je dirais comme ça parce que lorsqu'elle a annoncé cette installation d'un village photovoltaïque au Rwanda, j'ai directement fait un lien avec les installations des parcs éoliens en Afrique du Sud, au Maroc et en Éthiopie. En fait, je viens de constater que c'est un fait qui est symptomatique des pays africains qui entendent se développer rapidement parce que l'Afrique du Sud a quand même perdu sa place. Et vous venez de citer 3 pays anglophones. Curieusement. L'Afrique du Sud a perdu sa place de numéro 1 de l'économie africaine. Donc, dans une tentative de relance, il faut biser sur... il faut revoir ce qui n'a pas marché. Et en général, ce qui bloque l'industrialisation des pays africains, c'est ce défaut d'énergie-là. Il y a beaucoup de coupures de courant, il y a beaucoup de délestage. Donc, il faut miser sur d'autres sources d'énergie qui pourront permettre aux pays de décoller. L'Afrique du Sud veut reprendre sa place de numéro 1 de l'économie africaine, a lancé son parc éolien. L'Éthiopie, qui se porte bien, qui est quasiment le jumeau du Rwanda du point de vue économique, a ouvert son parc éolien. Le Maroc, qui est un exemple de stabilité économique en Afrique, a son parc éolien. Qui lui n'est pas anglophone. Lui n'est pas anglophone et qui n'est pas non plus totalement francophone. Et le Rwanda, qui a de grandes ambitions, a depuis l'année dernière son village de panneaux photovoltaïques. Donc cet engouement pour les nouvelles énergies, pour les énergies renouvelables, pour les énergies naturelles, c'est un fait qui est en quelque sorte symptomatique des pays qui sont vraiment décidés à entreprendre une grande marche vers le développement. Une grande marche vers le développement qui passe par la protection de l'environnement et la préservation des forêts. Donc il faut dire que les pays africains qui souhaitent d'ailleurs ce financement des pays développés, les pays africains qui sont évidemment parmi les pays moins développés, en voie de développement, les pays africains souhaitent se développer, c'est-à-dire avoir une croissance économique sans des énergies fossiles, dans un environnement dans un environnement sain, dans un environnement vert. Donc c'est un peu le cas du Rwanda qui a décidé de ne plus toucher à ses forêts parce que vous savez que la déforestation, les populations utilisent beaucoup le bois et du coup ça entraîne la déforestation. Donc la croissance économique africaine, on le voit, s'accompagne de la croissance des énergies vertes. Donc une économie propre. Est-ce qu'en regardant ce village photovoltaïque, on peut considérer le Rwanda, vous avez cité Yaya Baga, le parc éolien sud-africain, est-ce qu'on peut considérer le Rwanda comme étant le fer de lance de la protection de l'environnement, du moins le fer de lance des pays qui font usage des énergies renouvelables? Le Rwanda figure effectivement parmi les pays fer de lance des énergies renouvelables en Afrique parce que en dehors du parc solaire, le Rwanda se donne pour objectif d'exploiter le gaz butane du lac Kivu. Oui. Et également, le Rwanda possède beaucoup de volcans. Donc le Rwanda souhaite également utiliser l'énergie biothermique qui sort de ces volcans. Ça veut donc dire tout simplement que le Rwanda est résolument tourné vers les énergies vertes. Toute chose qui pourrait être freinée, Yaya Baga, par, je veux dire, l'entêtement des pays qui sont les premiers pollueurs sur la planète, comme les États-Unis, comme la Chine, comme d'autres pays industrialisés qui continuent d'utiliser des énergies fossiles. C'est là tout le paradoxe parce que chaque fois que j'ai à parler de ce sujet d'environnement, de la protection de l'environnement, j'évoque toujours cette injustice-là parce que les plus grands pollueurs du monde sont les États-Unis et la Chine. Nous savons que la Chine n'a aucune ressource naturelle, donc toute leur industrie, toute leur économie se concentre sur l'exploitation des ressources naturelles africaines, c'est-à-dire venir couper le bois en Afrique, venir extraire les minéraux sur le continent africain. Donc, il faut qu'il y ait une sorte d'équité
dans ce qui concerne la lutte contre le réchauffement climatique, ne pas imposer aux pays africains, un pays par exemple comme le Burkina Faso, un pays par exemple comme la Somalie, de cotiser ou de prendre de grandes décisions pour la protection de l'environnement alors qu'ils ne polluent même pas 1% la planète. Des pays qui polluent à 15%, des pays qui polluent la planète à hauteur de 30% devraient normalement contribuer beaucoup plus, et les pays africains qui ont encore la chance d'avoir autant d'espace vert devraient avoir une contribution à minima. Je loue au passage l'initiative du régime en place au Congo, c'est-à-dire le Congo de Denis Sassou Nguesso, qui a lancé, nous en avons parlé la semaine écoulée, l'Africa Green Challenge, un concept qui consiste à demander à chaque jeune entre 18 et je crois 30 ans de planter un arbre. Si 1 million de jeunes plantent chacun un arbre, c'est un pas de plus dans la protection de l'environnement. Donc je crois que les États-Unis, par exemple, qui sont parmi les plus grands pollueurs, la Chine et d'autres pays industrialisés devraient mettre la main à la pâte pour protéger la planète. On va aussi louer l'initiative d'Omar Bongo Ondimba, feu Omar Bongo Ondimba, qui il y a quelques années avait consenti à créer 13 parcs nationaux au Gabon, ce qui n'est pas rien, ce qui constitue, qui fait du Gabon effectivement l'un des pays qui protège le mieux la nature. Et le Gabon a été le premier pays africain à décliner son plan climat. Le Rwanda sera-t-il parmi les pays qui se retrouveront à Paris en décembre prochain? On l'espère. Enfin, le Rwanda fait partie de la communauté internationale, et étant donné que l'Afrique sera présente à cette grande messe, et donc le Rwanda sera effectivement présent. Marie-Angèle Ngono, merci d'être arrivée sur ce plateau. Le Rwanda culturel, après le génocide de 1994, le Rwanda, pays aux 1000 collines, a conservé son originalité culturelle. Plusieurs événements culturels et certains artistes originaires du pays valorisent cette culture malgré les nouveaux courants occidentaux. Un combat de tous les instants pour vendre aux 4 coins du monde l'identité culturelle du pays. Roland Djakou, qui nous retrouve sur ce plateau. En abordant l'étude de la culture rwandaise, on se trouve d'emblée devant une évidence. Cette culture n'apparaît pas comme un bloc monolithique, encore qu'une description valable pour tout le pays puisse être tentée. L'étude montre 2 ordres de variation, une variation verticale fondée sur les différences existant entre les 3 groupes de population, variation qui a subi pas mal de modifications depuis la fin de l'ère monarchique, et une variation horizontale, celle des différences régionales, souvent considérées à partir du modèle culturel du Rwanda central. Le sens artistique traditionnel des Rwandais peut être défini comme exprimant le beau lié à l'utilitaire. Il existe dans ces pays une musique donnant lieu à la danse, celle des Imbiino, et une musique faite pour la simple écoute, celle des Indirimbo. Cet art a souvent été lié à la poésie et à l'éloquence. La musique, la danse et la poésie ont toujours constitué les manifestations les plus spectaculaires de la culture rwandaise. Éléments d'identité et de socialisation, ils ont profondément imprégné la vie de ce peuple de travailleurs de la terre, de pasteurs et de gardiens de troupeaux, de potiers et se livrant à d'autres métiers. Contrairement à la culture des pays frontaliers du Rwanda, celle du pays ne se montre pas assez au reste du monde due à une politique culturelle pas très établie. Malgré la présence des artistes comme Kizito Mihigo, François-Xavier Garambi, Corneille, Stromae et bien d'autres, la musique du pays des 1000 collines reste encore étouffée par les nouveaux courants musicaux occidentaux. Kigali et son centre du mémorial ainsi que son cimetière des héros du Rwanda attirent des milliers de touristes chaque année. Plusieurs événements organisés dans le pays, comme le festival du film rwandais, permettent de mettre une lumière sur le 7e art et de donner l'opportunité aux jeunes réalisateurs d'acquérir de nouvelles connaissances. Mais quand arrive le jour où une femme nous souffle ses mots, il faut tourner le monde, on fait tourner le monde, on fait bouger le monde, yeah. Roland Djakou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être arrivé sur ce plateau. Vous avez concocté un reportage sur les aspects culturels du Rwanda. On a plutôt vu des danseurs et autres qui sont les ambassadeurs du Rwanda sur le plan international, parce que celui que nous avons vu à l'instant est un artiste des plus importants sur le Rwanda. Bah oui, Corneille, c'est une valeur sur le Rwanda en ce qui concerne la musique. C'est
c'est quelqu'un qui vend effectivement l'identité culturelle du Rwanda à l'extérieur, parce qu'on se rappelle qu'après la sortie de son premier album, Parce qu'on vient de loin, c'était un carton plein, c'était un album qui avait presque tout eu à l'année de sa sortie. Alors, à côté de Corneille, il y a bien d'autres artistes aussi qui portent très haut les couleurs de cette culture-là. C'est vrai que la musique fait partie, la musique est un véritable canal de transmission de la tradition orale. Alors, à partir de là, on comprend tout de suite que Corneille et les autres frères, notamment comme Kizito Mihigo, qu'on a vu tout à l'heure d'ailleurs, qui a eu un procès qui finalement l'a condamné l'année dernière à 10 ans de prison, malheureusement. Il fait partie aussi de ces artistes-là qui portent très haut la culture rwandaise. Une culture d'ailleurs qui a gardé son identité, comme je l'ai dit dans le reportage, une culture qui a gardé son identité, une culture qui a été influencée par la colonisation, notamment les Allemands et les Belges pendant plus de 7 décennies. Mais cette culture, elle est restée intacte. Cette culture, elle est restée, comme je le disais, intacte pour pouvoir garder cette identité rwandaise malgré les nouveaux courants musicaux ou encore culturels occidentaux que certains pays aujourd'hui sur le continent essaient de se les approprier. Mais le Rwanda a décidé de rester parce que c'est un pays à majorité chrétienne. 90% de Rwandais sont des chrétiens, mais ils essayent de justement rester sur la bonne marche de ces pays-là qui valorisent leur culture sans toutefois prendre ce qui vient de l'Occident. Alors Yurela Baga, c'est vrai que la culture est ce qui reste quand on a tout oublié. C'est une citation connue de tout le monde. Et le Rwanda n'oublie pas cela. Sa culture constitue l'un des véhicules des valeurs du pays, et la présence sur scène de Corneille, sa seule présence sur scène, vend le Rwanda d'une façon ou d'une autre. Il y a d'autres artistes, mais la culture rwandaise est-elle l'un des facteurs de son développement? Vous savez, c'est vrai que la culture de ce pays-là, le Rwanda, n'est pas aussi expressive que beaucoup d'autres à travers le monde sur le continent africain. Mais je crois que chaque pays a une identité culturelle propre. Il y a un potentiel culturel unique qu'il a à offrir au monde. Pour des raisons que j'ignore malheureusement, le Rwanda n'est pas très exposé médiatiquement en termes de culture. On ne connaît pas beaucoup d'artistes rwandais, que ce soit peintres, que ce soit chanteurs ou que ce soit musiciens. Mais il y a toujours quelque chose à apporter, parce que si on fouille, on a cité Corneille, on a cité Kizito Mihigo, Stromae qui fait un tube en ce moment. Pour la petite histoire, j'ai commencé à écouter Corneille, je crois que c'était avec Alors on vit chaque jour, comme le dernier, une chanson que j'aimais particulièrement sans savoir qu'il était d'origine rwandaise. En faisant son histoire, j'apprends qu'il s'appelle Cornelis Nyungura, qu'il est un orphelin et des parents morts pendant le génocide. Du coup, ma conception sur l'artiste a changé. J'ai été plutôt fier d'apprécier la musique d'un artiste rwandais qui est né au Rwanda mais qui s'est expatrié pour des raisons de violence dans son pays. Donc, peu importe ce qui se passe dans le pays, peu importe, malgré tout ce qui peut se passer comme répression ou comme barrière à ces artistes-là, je crois que le Rwanda a un potentiel culturel à offrir à son pays, à offrir à l'Afrique et à offrir au monde entier. Alors sur le plan, vous avez parlé de la religion, sur le plan religieux, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce pays? On peut retenir que sur le plan religieux, comme je l'ai dit tantôt, 90% de la population rwandaise c'est une population chrétienne, mais malgré ça, il y a d'autres courants religieux qui sont présents dans le pays, mais qui cohabitent de manière beaucoup plus pacifique, de manière beaucoup plus bien. C'est vrai qu'on se rappelle du génocide de 1994 on l'oubliera jamais, qui a déstabilisé ce pays pendant un bon moment, mais force est de constater que après ce génocide-là, le pays se remet tout doucement, économiquement, politiquement. D'ailleurs, vous aviez évoqué tout au long de cette émission tous ces secteurs-là. Alors, ces courants religieux sont sur le territoire et cohabitent de manière beaucoup plus pacifique. Ce qu'on remarque aussi, c'est que cette communauté chrétienne, même si 60% sont des catholiques orthodoxes, on comprend tout de suite qu'il y a cette envie d'unité, cette envie de vouloir vivre ensemble, parce que c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui au Rwanda en ce qui concerne
concerne la communauté religieuse. Alors, tout à l'heure, on parlait de la culture. La culture rwandaise ne tourne pas qu'autour de la musique. Il y a aussi des écrivains. Uriel Abaga parlait des peintres et tout le reste. C'est vrai qu'ils ne sont pas assez valorisés pour être connus à travers le monde comme d'autres écrivains, notamment Kamona Kalis Beyale et bien d'autres que je pourrais citer ici. Benjamin, par exemple, Saïné fait partie des écrivains rwandais qui a montré aux yeux du monde c'est quoi l'écriture rwandaise, notamment justement après le génocide de 1994. Il y a eu aussi Rick Oten qui lui a écrit sur le cinéma des pays des Grands Lacs, parce qu'il faut dire que la culture rwandaise fait partie de la culture des pays des Grands Lacs. Donc il a eu à mettre un point, à écrire sur le cinéma, sur le 7e art des pays des Grands Lacs. Et il y a un festival justement au Rwanda qui met en valeur le cinéma rwandais, parce que c'est vrai que dans chaque pays, il y a des festivals. Il y a des festivals en ce qui concerne le 7e art, il y a des festivals qui concernent la musique, mais spécialement au niveau du Rwanda, depuis 1994, il y avait le cinéma africain, et comme dans tous les autres secteurs du pays, avait du mal à démarrer. Mais aujourd'hui, ça démarre tout doucement, parce qu'il y a certains réalisateurs qui arrivent dans le pays pour tourner des films, notamment en 2014. Il y a eu des réalisateurs américains qui étaient présents dans le pays pour réaliser un film qui a permis aussi à la nouvelle génération des réalisateurs rwandais de pouvoir acquérir de nouvelles techniques pour mieux réaliser les films rwandais. On se rappelle aussi du film Hôtel Rwanda, qui a eu un box-office qui était vraiment un box-office qui a eu un succès phénoménal à travers le monde. Donc il y a beaucoup de choses qui font comprendre au monde entier que le Rwanda est non seulement existe sur le plan culturel, parce qu'à côté de ça, il y a des peintres aussi qui, tant bien que mal, essaient de sortir, que ce soit des Rwandais de la diaspora qui vivent hors du pays, mais à chaque fois pensent à ce pays-là. On se rappelle d'ailleurs du passage de Stromae ici à Libreville au Gabon, où il avait dit lors de son interview qu'il a hâte d'aller dans le pays de ses ancêtres, toucher la terre de ses pères et comprendre exactement c'est quoi cette culture rwandaise, parce que c'est la première fois qu'il devait s'y rendre. Donc vous comprenez que la culture rwandaise aujourd'hui fait partie des piliers justement qui vont non seulement vendre le Rwanda, mais permettre à ce que ce pays-là puisse se relever. Et naturellement, Uriel Abaga, on ne peut pas se départir de ce génocide rwandais qui a donné lieu à la construction d'un mémorial du génocide de 1994 qui est devenu aujourd'hui un haut lieu du tourisme au Rwanda, un haut lieu de rassemblement, un haut lieu culturel justement du pays. C'est vrai que des mauvaises langues pourraient reprocher aux initiateurs de ce mémorial-là de vouloir se faire de l'argent, c'est-à-dire en attirant les touristes, vouloir se faire de l'argent sur un souvenir vraiment douloureux, parce que pour rappel, c'est quand même 800 000 personnes qui ont perdu la vie pendant les quelques mois du génocide rwandais. Mais ce mémorial-là contribue à rehausser l'aspect culturel et l'aspect touristique dans le pays, parce que qui dit culture dans un processus de développement parle de vendre de cette culture-là, et vendre cette culture, c'est-à-dire appeler les personnes qui viennent bénéficier, que ce soit moyennant peut-être de l'argent, à cette culture-là. Il y a au Sénégal par exemple, à Gorée, il y a l'île de Gorée où des gens vont chaque année aller constater, aller vérifier, aller voir dans quelles conditions étaient enfermés les esclaves qui partaient vers les États-Unis. Le mémorial sur le génocide pourrait permettre non seulement aux étrangers qui veulent s'enquérir sur ce qui s'était passé, et même aux Rwandais qui sont nés après le génocide, de comprendre ce qui s'est passé. Ce qui est fort dans la direction de l'État rwandais faite par le régime de Paul Kagame, c'est cette union entre les Tutsis et les Hutus. Parce que d'aucuns pensaient qu'au sorti du génocide, où les Tutsis ont été majoritairement massacrés, le groupe Tutsi l'ethnie Tutsi à laquelle appartient Paul Kagame allait se venger contre les Hutus. Mais à la surprise générale, Alexis Binyarengwe a été président du FPR, le parti au pouvoir, de 1990 à 1998. Il y a Pasteur Bizimungu qui a été président de la République de 1994, c'est-à-dire à la fin du génocide, jusqu'en l'an 2000. Donc c'est-à-dire que Paul Kagame et son régime, c'est-à-dire tout le FPR,
s'attelle également à unifier les Rwandais parce qu'ils savent que unis, c'est beaucoup plus une force que vivre. Donc Roland Djakou, on voit bien que cette envie d'unité, d'union nationale fait en sorte que il y a un enracinement de la fraternité entre les deux peuples, le peuple Hutu, le peuple Tutsi, qui ne font plus qu'un seul peuple et qui ne font plus qu'une seule culture, la culture rwandaise. Ben bien sûr, parce que du moment où on a constaté cette division entre les Hutus et les Tutsis, ça va créer le génocide de 1994. Et après ça, il a fallu qu'il puisse y avoir cette politique qui va unir ces deux peuples-là afin de valoriser, de porter encore plus haut les couleurs de la culture rwandaise. Alors, tout à l'heure, Uriah Labaga parlait du mémorial rwandais, un mémorial qui d'ailleurs attire des milliers de personnes chaque année avec le cimetière des héros rwandais qui a été mis en place pour justement faire comprendre aux yeux du monde entier qu'il y a quelque chose qui s'est passé au Rwanda et on ne va jamais l'oublier comme l'a évoqué Uriel. Alors il faut comprendre qu'il y a un peu ce mécanisme-là de pouvoir vendre la culture ou encore de pouvoir montrer la culture rwandaise aux yeux du monde. Mais la seule chose qu'on déplore, et c'est d'ailleurs propre à presque tous les pays du continent, c'est que la culture est toujours relayée au second plan, voire même le dernier plan dans les priorités du gouvernement de chaque pays. On se rend compte effectivement et malheureusement que c'est le cas, que ce soit au Gabon, au Cameroun, un peu partout, parce que la culture rwandaise aujourd'hui pouvait être beaucoup plus haut que ça, tout simplement. Pourquoi? Parce que le Rwanda n'a pas une politique culturelle bien établie, on n'accentue pas sur cette culture, contrairement aux pays qui sont développés grâce à cette culture-là. Je pense aux États-Unis, je pense à la France, au Japon. Je pense au Japon et bien d'autres. Donc, alors si on pouvait à un moment donné, si les gouvernements africains pouvaient à un moment donné comprendre qu'il est nécessaire de pouvoir investir dans la culture, de donner la possibilité et l'opportunité à ces artistes-là, à ces personnes qui ne font que de l'art, parce que l'art c'est l'esprit, c'est quelque chose d'inimaginable. Donc eux, ils font un travail de fond au gouvernement rwandais ou encore africain d'accompagner ces artistes-là. Graduellement, ils occupent une place importante dans des festivals à travers le monde. Ça, il faut le dire, parce que à côté de ces artistes qu'on a cités, notamment Corneille, Stromae, qui sont des artistes d'origine rwandaise qui vivent en Hexagone et qui d'ailleurs font un carton-plan sur les scènes, il y a des artistes comme Miss Chanel qui elle aussi à un moment donné a fait les belles heures de la musique rwandaise. Il y a Tom Close qui lui aussi à un moment donné évolue tout doucement. Il y a Mani Martin. Donc il y a ces artistes là qui ne demandent que de soutien de la part du gouvernement pour pouvoir aller un peu plus loin avec la culture rwandaise. Parce que si les écrivains rwandais ne sont pas reconnus sur le plan international de manière beaucoup plus de manière beaucoup plus importante, c'est justement parce que ces artistes à un moment donné se retrouvent sont confrontés sont livrés à eux-mêmes, à un manque de soutien, d'accompagnement en ce qui concerne cette culture-là. Donc il va falloir que le gouvernement rwandais et les gouvernements africains comprennent que la culture elle est importante en ce qui concerne l'évolution d'un pays, que ce soit sur le plan économique comme politique, parce que cette culture, comme je l'ai dit tantôt à l'entrée de mon propos, c'est un véritable canal de transmission des langages oraux. Donc il va falloir qu'à un moment donné, de tradition orale autant pour moi, donc il va falloir qu'à un moment donné qu'ils puissent comprendre que ce soit la musique, la peinture, le cinéma et bien d'autres, il va falloir qu'on puisse se concentrer, qu'on puisse donner les moyens à nos artistes de vendre les couleurs de nos cultures, parce que le continent africain, les pays du continent africain ont conservé une partie de leur identité culturelle, donc il ne demande qu'à vendre. Labaga, une dernière chose. Je crois que en dépit de quelques erreurs dans la marche, le Rwanda est sur la bonne voie et que d'ici 5, 10, 15 années, on pourra compter... À l'horizon 2020. À l'horizon 2020 et même au-delà, on pourra compter le Rwanda dans les pays émergents. Parce que si ce pays continue sur cette lancée, il est indéniable que dans quelques années, il deviendra certainement le Brésil du continent africain ou le Singapour, tant vanté, et l'exemple pris par le président Kagame. En dehors du fait qu'il y a des prisonniers politiques, des artistes, des journalistes et autres. Nous allons faire fi de ce détail-là. Merci Uriah Labaga d'être arrivé sur ce plateau. Roland Djakou, merci. Je vais remercier Marie-Angèle Ngono et Marielle Biogou qui sont arrivés sur ce plateau. Merci à l'équipe rédactionnelle pour l'écriture de cette émission. Merci également à l'équipe de production pour la mise en
en ondes du 77 News de ce dimanche. Merci à vous d'être restés nombreux devant votre petit écran. On se retrouve la semaine prochaine. Bonsoir.